Alors, on peut deviner que, bien entendu, l'image de Charlie Hebdo, elle existe depuis très longtemps, alors de façon plus ou moins insidieuse, donc il est peut-être parfois très difficile à les repérer. J'en ai donné ici un ou deux exemples, notamment avec le laborantin, et aussi avec, donc j'ai oublié le titre, hein, tant pis, c'est facile à vérifier, avec Christian Bale. Il y a aussi un film qui s'appelle Ghost Rider, qui est sorti en 2007, avec Eva Mendes. Eva Mendes, il y a une scène sur laquelle il y a une table, je ne sais plus, c'est des manuscrits et autres, qui font clairement penser à une table de travail d'un dessinateur. Et Eva Mendes, elle a un teint sud-américain. Elle fait penser, en sachant qu'il y a des événements pendant cette période en 2007, chez les deux personnes concernées, elle fait penser à la compagne de Charb. Donc il a l'une des victimes du 11 septembre, oui, c'est nouveau, c'est un espèce de 11 septembre, du 7 janvier 2015 à Paris 11e, qui est Jeanne Boucrabe. Jeanne Boucrabe, qui a aussi un teint proche d'Eva Mendes. Donc voilà, cette scène, elle fait allusion à Jeanne Boucrabe, aussi un exemple parmi tant d'autres. Et aussi une image qui est extrêmement violente de, euh, de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais il me semble que c'est Charlie Hebdo, hein. J'ai plus en tête, je l'avais décrypté à l'époque. C'est euh, The- oui, Revenant, qui est sorti en 2016. Mais bon, le tournage est fait avant, et qui retrace, donc c'est un remake d'un film qui est sorti en 1971 avec Richard Harris, qui retrace l'histoire de Hugh Glass, donc un trappeur qui s'est fait violemment attaqué par un ours. C'est peut-être l'histoire la plus violente de l'histoire du cinéma d'un ours. Et en l'occurrence parce qu'elle fait allusion à Charlie Hebdo. Et on va faire ici la démonstration. Donc, le monstre, c'est-à-dire le méchant dans le film, c'est John Fitzgerald. John Fitzgerald qui est joué par Tom Hardy. Tom Hardy qui est né un 15 septembre. 15 septembre, c'est Dolores, c'est Lola, donc l'affaire Lola qui impliquera une DZ. C'est Mercedes, donc ici on a Benz, Mercedes-Benz, la Benz Benzema. C'est la vision à Fatima, Fatima au, euh, au Portugal. Donc ici Fatima, ça fait allusion aux chiistes, ça fait allusion aux musulmans en général. La vision de Maria à Fatima un 13 octobre. 13 octobre, c'est Jacques de Molay. 1917, c'est la date de naissance de Kennedy. Et là, il s'appelle John Fitzgerald. Il s'appelle John Fitzgerald, le méchant, Tom Hardy. Et ce fameux John Fitzgerald, eh bien, il renvoie à une visite du président américain John Kennedy à Salt Lake City, donc dans le coin où se déroule le film, le 26 septembre 1963, juste avant sa mort. Donc ici, l'allusion est clairement faite à Ibn Taymiyyah. Et je vais finir sur ce point. J'aimerais malgré tout ajouter un point, c'est qu'en 1988, lors de l'affaire des versets sataniques, sort le film L'Ours. L'Ours de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano qui a fait, on l'a vu en 85, Au nom de la rose, qui fait allusion à Guillaume d'Occam et donc à Ibn Taymiyyah. Donc ici, l'ours, c'est l'ours de Syrie. J'en ai déjà parlé, notamment avec Ted, qui est fêté le 9 septembre. Donc, Ted l'ours, Ted l'ourson ou Ted l'ours. Donc, qui sera d'une façon subliminale interprété par Ted Bundy, le tueur en Syrie, qui a un grand service à l'antipatriarcat. Et pour revenir à cette image subliminale des animaux sauvages syriens, ici on a l'ours de Syrie, mais on a aussi le chacal doré de Syrie, et aussi en algérien.
Donc, c'est aussi un des ailes, le chacal doré. C'est le fameux chacal, la voix dans, dans Le Bon, la Brute et les Truands. Le Bon, la Brute et les Truands, avec qui? Avec Setanza. Setanza, c'est qui? C'est Lee Van Cleef qui est né un 9 janvier. Le 9 janvier, il y a eu des événements. Il me semble que c'est plus l'attaque du Cacher on peut vérifier facilement. 9 janvier, il y a eu des événements en 2015. Et il s'appelle Setanza. Setanza, c'est quoi? C'est sentence, c'est la fatwa. Donc c'est la fatwa d'Ibn Taymiyyah de tuer tout blasphémateur sans considération de se repentir ou non. Et cette image de Setanza sentence, elle va, elle va se, elle va se propager dans Hollywood depuis au moins cette période, mais même un peu avant. Il y a un film italien qui s'appelle Setanza, ou un titre proche. Et donc Setanza, c'est la sentence. On a Je danse le Mia avec le chanteur qui d'origine italienne, qui a pour surnom Setanza. Danse le Mia, c'est Ben Temia, qui fait allusion à la chanson de George Benson. George Benson qui est né un 22 mars. 22 mars, c'est Jacques Mollet et Mohamed Merah. Et donc on occulte, on oublie Mollet Omar. Mollet Omar, puisqu'on est dans les Mollets, dans les Merah et et dans la mélasse. Voilà. Encore un élément qui prouve que l'image subliminale d'Ibn Taymiyyah, elle est constante, elle est présente, elle pullule à Hollywood, en vue notamment du, euh, du Bataclan, du, euh, du 7 janvier, et malheureusement dans l'attente d'un futur événement qui devrait se dérouler à Paris. On va retrouver cette image du chacal doré, donc qui fait allusion à la Syrie Ibn Taymiyyah et à l'Algérie des aides, probablement pour un événement futur, même si par le passé il y a eu beaucoup d'éléments subliminaux sur l'Algérie qui sont concrétisés dans l'actualité. Il y a le film Chacal qui est sorti en 1973 sur la tentative d'assassinat contre De Gaulle, on pourra en parler ici, 9 septembre, Ted, l'ours. Ted, c'est aussi 9 septembre, c'est aussi la chanson de Nougaro, Cécile, ma fille. Cécile qui est fêtée le 22 novembre, Kennedy. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. De Gaulle est né le 22 novembre. Donc, il y a cette image subliminale autour de Gaulle, de Kennedy, qui est liée à Charlie Hebdo, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. Donc le film, c'est avec Edward Fox, qui joue dans le rôle de Chacal, qui est né un 13 avril. Bon, je ne vais pas en parler, c'est trop. Je ne vais pas compliquer les choses. Il y a un Lloyd. Ça va peut-être nous parler de la Tour Eiffel. Et donc, Chacal ici, il faut savoir que c'est le surnom, le pseudonyme de Carlos. Carlos, donc qui est fêté le 26 septembre avec Charlie, eh bien, il entre en jeu sur le devant de la scène en décembre 1973 avec une tentative ratée d'assassinat d'un homme d'affaires anglais, j'ai plus en tête. Et donc, c'est-à-dire à peine 6 mois après la sortie du film. Le film s'appelle Le Chacal, le pseudonyme de Carlos c'est le Chacal. Le Carlos qui va faire une prise d'otage des dirigeants de l'OPEP en 75, 3 mois avant la sortie du film, 3 mois après la sortie du film, un après-midi, un après-midi tiens, oh, j'ai oublié le titre. Un après-midi tien avec Al Pacino, dans lequel Al Pacino, il propose, lors de sa prise d'otage, il propose de se réfugier en Algérie. Et c'est effectivement la destination que prendra Carlos pour échapper aux autorités, pour échapper à la police.
il se rendra en Algérie. Ici, il y a une charge subliminale immense entre Carlos et l'Algérie, qui tisse ici un lien subliminal qui relie l'Algérie au terrorisme. De toute façon, on le verra après avec les années du Fils. Les années du Fils, c'est une situation qui a été mise en place par la propagande. On peut retrouver dans le cinéma des éléments qui en parlent avant. Je ne vais pas le développer ici. En tout cas, nous sommes ici avec une nouvelle image subliminale autour d'Ibn Taymiyyah. Et ce n'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Puisqu'en 1976 sort le film Damien. Damien, qui est fêté le... Et Damien, il est fêté, il a plusieurs fêtes. Il a notamment le 14 février, nous allons y revenir, le 10 mai, euh, nous allons pas y revenir, c'est le 80, on va dire le 10 mai, c'est 81, Mitterrand, mais c'est aussi Redouane Faïd, mais on va pas en parler. Et donc, il est fêté également le, Damien, tenez-vous bien, il est fêté le 26 septembre. Donc, le héros Damien, il a 6 ans dans le film. Il est né en 1970, en l'an 0 de Charlie Hebdo. Et ce Damien, il meurt le 9 septembre 1999. Donc, ici, on a 1966, donc c'est courant, avec deux autres 9, 9 et 9. 9 septembre, Tèdre, l'ours, Ibn Taymiyyah. Mais tout ça, on est dans le classique. Donc, dans le film de 76, Damien est né à Rome à 6 heures du matin, un 6 juin. Les circonstances de sa naissance, la 6e heure du 6e jour du 6e mois, font référence au nombre 166, la bête. Donc, j'ai expliqué ce que signifie la bête, je ne vais pas le faire ici. Donc, son père, c'est Satan. Bruno nous dit que pour le salafi converti, la tour Eiffel, c'est Satan. Burj Eiffel, Satan. Il est dit, et plusieurs fois mentionné dans les films, que son père était Satan et sa mère, tenez-vous bien, un chacal. Et si c'est un chacal, un DZ ou un, euh, ou un Syrien? Bah, c'est les deux. C'est le DZ qui se réfère au Syrien Ibn Taymiyyah, qui est d'obédience islamiste, djihadiste. Et il est là le lien. Et ce qui est intéressant, c'est que si on reste avec les Charlie, il y a le capitaine James Kirk, dont on a déjà parlé, avec la série Star Trek qui est sortie en 1966. Avec, et ça je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit mais je n'ai pas cité son nom, qui est interprété par William Shatner. William Shatner qui est né un 22 mars. Le monde est petit. Il est né un 22 mars et il fait référence à James Cook, au capitaine Cook. Et par voie de ricochet, il fait référence à Alexander Selkirk. Donc ici, l'image lumière autour de Charlie Kirk, elle renvoie à cela notamment. Donc c'est probablement en prévision dans la perspective d'un futur événement qui, d'un point de vue, se déroulera à Paris. Et donc il est né, il est mort un 13 décembre, donc c'est la veille, bon, on ne va pas en parler. Donc il a inspiré le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, avec Vendredi ou la vie sauvage. Donc c'est tout un symbole. Il comparait le 27 août 1793, 27 août, par rapport au calendrier romain, c'est le 27 juin, 27-6, Apocalypse, devant le consistoire de Cork, Charlie Cork, c'est terrible, hein. Et, donc, il fait allusion à James Cook, qui est né le 7 novembre, on va parler du 7 novembre avec la grande Catherine, Cat Size, pour l'alliance pour l'alliance romano, et c'est pas totalement faux, à Kulhal, pour l'alliance romano-Tudor, je vais pas en parler, on peut parler aussi de Steve McQueen, je vais pas en parler. Et il est mort le 14 février 1779. Vous avez entendu, il est mort le 14 février. Qu'est-ce que le 14 février? Bah, on l'a vu il y a quelques instants. Le 14 février
eh bien, c'est la fête, notamment, on l'avait dit, il y en avait plusieurs, de Damien. Damien, il est fêté également le 14 février. Regardez comment le monde est petit. Et j'aimerais finir, parce qu'il y a tellement à dire, et j'aimerais finir sur Adrien Candiar. Alors, avec Adrien Candiar, c'est la totale. Adrien Candiar, c'est un Dominicain. Il a fait partie de l'équipe de DSK. Il est parti par la suite, mais je pense parce qu'il avait autre chose à faire. Et ce fameux Adrien Candiar, c'est un Dominicain. Donc il fait partie des thomistes, Thomas d'Aquin, contre les franciscains qui, eux, sont à- qui sont les précurseurs de l'humanisme, entre guillemets, et du monde moderne. Par le biais, on l'a dit, par d'Ibn Taymiyyah, même si en caricature, on est obligé pour se faire comprendre. Et donc, notre ami, en principe, c'est un formaliste. C'est un parapétisien, euh, néoplatonicien, ou platonicien, tout ce que vous voulez, mais il fait partie du camp de Thomas d'Aquin, puisqu'il est catholique. Et c'est de cette façon qu'il justifie la Trinité. Et pourtant, ce dominicain, au paradoxe, il va s'intéresser à Ibn Taymiyyah. Il va le faire, il va réaliser des choses avec brio, mais il va insuffler, il va distiller du poison dans le miel. Et ce n'est pas anodin. Déjà, il va consacrer un livre pour un prêtre qui est mort, enfin l'évêque d'Oran, qui s'est fait assassiner à l'époque des années noires en Algérie. Donc, les années noires, elles ont été mises en place par la propagande. Il y a éventuellement des méfaits qui ont été perpétrés par les locaux, ça va par les services secrets algériens eux-mêmes, ce qui est, on va dire, presque naturel. C'est-à-dire que c'est une technique qui provient bien sûr du machiavélisme occidental, qui consiste à faire des false flags. Alors les pays arabo-musulmans ne s'en privent pas, ils utilisent ces méthodes, mais l'idée générale, elle a été mise en place par la propagande, avec la complicité ou non des autorités algériennes. Et quand ce n'est pas le cas, en admettant que les autorités algériennes, elles soient derrière quelques attentats, eh bien c'est parce qu'ils reprennent les méthodes en vogue dans l'air du temps. Et bien sûr, il y a des méfaits qui ont été perpétrés par les islamistes eux-mêmes. Mais lorsque vous créez le chaos, eh bien cela ressort forcément des situations euh, chaotiques, incontrôlables, où il y a malheureusement, où ça dégénère et où, comme on l'a vu en Syrie, où la situation est incontrôlable. Je me suis mal exprimé, tant pis. Et il appelait son livre, sur ce fameux évêque d'Oran, il l'appelait Pierre et Mohamed. Pierre et Mohamed, c'est quoi? C'est une allusion à Pierre et le Loup. Donc d'un côté, il fait allusion à la Grande Catherine, Cat Size, donc l'alliance romano-tudor. J'en ai parlé, hein. Ça peut faire allusion ici, mais avec un effet lointain à la Tour Eiffel, tant pis. Et c'est Pierre et le Loup, c'est Mohamed, c'est le loup, dans le rôle du loup. Finalement, notre ami n'est rien d'autre. Il n'est rien d'autre qu'un propagandiste. Et il va le prouver ces dernières années. En 1916, il publie un ouvrage d'islamologie pour le grand public. Comprendre l'islam. Ou plutôt, pourquoi on n'y comprend rien. Quel culot! C'est-à-dire que les catholiques, ils ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis aux diktats du monde moderne, en faisant d'énormes concessions pour se réhabiliter aux yeux du monde moderne, et en même temps aussi en espérant que la situation que le vent il tourne en leur faveur. Et donc euh, ils sont dominés par le monde moderne, et comme par frustration, puisqu'ils ne peuvent pas prendre leur revanche à court terme contre le monde moderne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des musulmans comme punching ball. Il y a
des histoires de pédophilie énormes qui ornent les rangs des catholiques, bien entendu, qui sont véhiculés par la propagande, c'est un fait. Et alors, pour se venger, ils disent les musulmans sont des pédophiles. Le prophète était un pédophile. Alors tout ça, bien sûr, ça fait partie de la propagande. J'ai déjà parlé, j'ai évoqué cette accusation de pédophilie, peut-être je ne vais pas le faire ici, pour gagner du temps. Et comble de paradoxe, c'est que c'est les catholiques, ce sont eux les formalistes qui reprennent le néoplatonisme. Et on a vu avec Kurt Gödel que le formalisme est mort avec le XXe siècle. Il a été prouvé mathématiquement que le formalisme, il ne tient pas la route. Donc ici, c'est la mort du catholicisme, c'est la mort de l'acharisme, mais il continue à vivre. C'est un instinct de survie, hein. On s'accroche à ce qu'on peut. Et d'ailleurs, il est fort possible que, puisque Adrien Candiar, il a étudié, je pense avec brio, l'œuvre d'Ibn Taymiyyah qui, euh, qui a peut-être influencé, je ne sais pas, Kant et la raison pure, critique de la raison pure, Dar ta'alul al-aql wal-naql, la conjugaison ou la conciliation entre la raison et la religion. Et, euh, et là, dans ce livre Ibn Taymiyyah, il détruit Thomas d'Aquin. Il montre que Thomas d'Aquin, devant Ibn Taymiyyah, c'est un enfant. C'est un adolescent qui balbutie devant Ibn Taymiyyah. Il montre que Saint Augustin, il, il, euh, il ne tient pas la route devant Ibn Taymiyyah. C'est ce qu'il démontre en étudiant ce livre. Et il montre que les dominicains, ils sont dépassés, que les franciscains, ils leur ont raflé, ils ont raflé la mise. Et alors, bien sûr, les franciscains étaient pour beaucoup d'entre eux des infiltrés. Ils ont subi les inquisitions et autres. Ils ont subi les inquisitions de l'Église, une inquisition qui était extrêmement violente. Il faut le noter. Des grands penseurs ont fini sur le bûcher. Des grands penseurs qui étaient ce qu'on appelle des unitaires, donc qui adoptaient la position musulmane sur le anti-trinitaire, qui ont fini sur le bûcher. Et la comble de culot, le comble de culot, c'est que notre ami il vient sous ses airs de chercheur objectif, dominicain, c'est-à-dire qui est retiré du monde, donc qui est en principe ascète et honnête, parce que ça va ensemble, l'ascétisme et l'honnêteté, on peut en parler, comprendre l'islam, ou plutôt, pourquoi on n'y comprend rien. Quel comble de culot. Et d'ailleurs, il est fort à parier que l'une des motivations derrière l'étude de l'œuvre d'Ibn Taymiyyah, c'est de réutiliser des arguments d'Ibn Taymiyyah anti-acharite et par conséquent anti-trinitaire, de les réutiliser contre les acharites qui ont une argumentation anti-trinitaire. C'est-à-dire qu'avec l'antiformalisme d'Ibn Taymiyyah anti-acharite, anti-trinitaire, ils vont réfuter les acharites formalistes anti-trinitaires en vue de défendre la Trinité. J'ai entendu qu'en Angleterre, il y a eu un débat entre un chrétien et un mu'tazilite ou un acharite, et que le chrétien, il a eu le dessus dans ce débat. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'un adepte du formalisme, il ne peut pas gagner sauf bien sûr s'il est moins intelligent, s'il a moins d'arguments, s'il est moins éloquent. Oui, on comprend tout ça, mais par principe, un musulman bien sûr, qui n'utilise pas le formalisme artificiel, qui utilise sa raison saine, il ne perd pas devant un formaliste dans un débat. Et là, en l'occurrence, là, c'est le chrétien qui a gagné. Il est fort à parier, c'est parce qu'ils ont réutilisé les arguments d'Ibn Taymiyyah pour les retourner contre les mentalistes et la charité. Parenthèse fermée, il écrit ce livre quand la religion est malade. Il est paru en 2020. Donc là, il est en pleine activité. C'est la preuve que la propagande, elle prépare un événement. En 2023, paraît à partir de sa thèse de doctorat l'ouvrage Le Dieu immédiat,
sur la pensée du théologien musulman médiéval Ibn Taymiyyah. Donc c'est cet événement qui est intéressant, le Dieu immédiat. Mais ici, il veut dire, quand il parle du Dieu immédiat, il veut dire que derrière ces allures de grands penseurs et de grands intellectuels, Ibn Taymiyyah, eh bien, sa vision du Dieu immédiat, puisqu'elle est antiformaliste, eh bien, elle n'est pas intellectuelle, elle relève seulement de la foi. C'est terrible quand même. Qu'est- Qu'est-ce qui nous rapporte comme paradoxe notre ami Adrien Candia? Il s'est fendu d'un livre du fanatisme quand la religion est malade. Là aussi, c'est le comble de culot venant d'un catholique. Alors, je ne vais pas en parler, je vais simplement dire que ici, il ramène une photo d'Ibn Taymiyyah qui dit, pour dire que Ibn Taymiyyah, derrière ses allures de grand penseur, c'est un fanatique, notamment parce qu'il adore le Dieu immédiat, contrairement à lui qui adore la Trinité par le biais du formalisme. Donc, il a séculotté notre ami dominicain. Et en sachant que Hollywood, elle le réfute de fond en comble, Hollywood, elle s'attaque aux dominicains de jour et nuit. On l'a vu avec le nom de la rose, le, avec Crime à Oxford, mais notre ami n'a pas peur du ridicule. Tant pis. Qu'est-ce qu'il nous pond dans ce film du fanatisme quand la religion est malade, qui est jaune et noir? Jaune et noir, c'est la pie, pardon, c'est la bie, c'est l'abeille. C'est Bruce Lee, c'est Kill Bill. D'ailleurs, Kill Bill qui reprend, qui cite Charlie Brown qui a inspiré Charlie Hebdo. Taïeb, c'est pas grave. Je ne vais pas parler ici d'image tribunal de Bruce Lee. Ce que je veux retenir, c'est qu'il ramène une photo d'Ibn Taymiyyah, dans laquelle Ibn Taymiyyah, il dit que les musulmans qui participent aux fêtes de Pâques, aux festivités de Pâques avec les chrétiens, il faut les mettre à mort. Ou qui valident les festivités de Pâques, il faut les mettre à mort. Bien sûr, et il y a eu un incident en Angleterre de ce genre, ou un fait divers de ce genre en Angleterre. Mais surtout, ça relève de la propagande. Mais on nous dit à notre ami, et je l'ai fait d'ailleurs sur Twitter, ramène-nous la preuve, ramène-nous le passage où Ibn Taymiyyah, il dit une chose pareille. C'est une chose grave, une accusation grave, il faut ramener tes preuves. Bon, il ne l'a pas fait, alors peut-être pour d'autres raisons, mais il ne l'a pas fait. Après, bien sûr, on peut imaginer de ce qu'ils s'inspirent. C'est ce que font les légistes. Qu'est-ce que font les légistes lorsqu'ils théorisent? Ils disent celui qui dit ça, donc dans la théorisation, celui qui autorise moralement, c'est ça, celui qui autorise moralement une chose qui est connue de façon élémentaire dans la religion qui est interdite, eh bien, il faut le mettre à mort. Mais ça, c'est quoi? C'est la théorisation. Il n'est pas en train de dire qu'il faut tuer les musulmans qui, euh, qui participent aux fêtes de Pâques. C'est impossible qu'Ibn Taymiyyah dise comme ça. Ibn Taymiyyah, le summum de modération. Ça fait 20 ans que je le démontre. Ibn Taymiyyah, il n'a rien à voir avec le mouvement djihadiste, contrairement à ce qu'on lui prête, mais bien sûr, ça fait partie de la règle du jeu de confondre Ibn Taymiyyah au djihadisme. Djihadiste, bien sûr, je dis entre guillemets, hein. C'est pas anti-djihad, je ne suis pas anti-djihad, contrairement, on me fait une remarque récemment dans un commentaire, on m'a dit le djihad fait partie de l'islam. Je dis, bah bon, bah, tu viens d'inventer l'eau chaude en me disant que le djihad fait partie de l'islam. Ici, on reprend le vocabulaire du vis-à-vis ou de l'adversaire ou de ton interlocuteur. Ce n'est pas qu'on considère que le djihad ne fait pas partie de l'islam, c'est élémentaire. Normalement, on ne devrait même pas le dire, le souligner ou le répéter. Et donc, il ramène cette fatwa, et ce n'est pas du tout anodin. De mon point de vue, c'est en perspective d'un gros événement qui devrait bientôt se dérouler. Et ce qui montre que notre ami dominicain, il n'est qu'un propagandiste parmi tant d'autres, dans le Moustan, dans les Toclan. Et le second point que je voulais évoquer, c'est l'extrait d'un passage d'un livre. C'est un gros pavé de Émeric Chomrad. À chaque fois, j'oublie son nom, j'espère que je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Choprad, voilà. Choprad qui euh, lors de ses belles heures, était un complotiste patenté, puis il a viré de bord, il a changé de bord. Alors, est-ce que, face aux pressions ou pour
asseoir certaines ambitions? Est-ce qu'il n'est pas un propagandiste depuis le début? En tout cas, dans cet énorme pavé géopolitique, qui en vérité n'aborde la géopolitique en surface, donc on l'a lu dans nos époques naïves, la politique, ce n'est pas celle que nous présentent les politologues, mais la réalité, elle est beaucoup plus profonde, parce que eux, ils nous proposent une géopolitique, comme toute analyse bancale, ils nous la proposent de façon horizontale. C'est un rapport de force entre les États. Alors qu'il faudrait l'envisager de façon verticale, avec un pouvoir supranational qui domine les forces en présence. Et ce n'est pas ce que fait notre ami Choprade. Parenthèse fermée, Choprade, dans cet énorme pavé, il faudrait retrouver l'année, on n'est pas loin milieu des années 2000, peut-être 2005, 2006, 2007, je ne sais plus en tête. Eh bien, il nous ramène un passage qui prépare l'événement de Charlie Hebdo. Et que je vais lire ici. J'en avais fait un article, j'avais appelé à l'époque les dessins sataniques. Et donc, je cite, au début du XIIe siècle, commencent à se répandre en Occident des poèmes et chroniques portant sur la biographie de Mahomet. Les attaques portent plus sur le personnage Mahomet que sur les musulmans eux-mêmes, et s'attardent sur les points suivants. Les portraits soulignent la déficience physique et mentale d'un homme victime de crise épileptique. Ils critiquent la licence de sa vie privée que l'idéal coranique d'un paradis rempli de jouissances charnelles confirmerait. La vision prophétique est contestée au profit de celle d'un chamelier ignorant, devenu jouet de juifs et de chrétiens hérétiques, nestoriens, jacobites ou ariens. 2 siècles plus tôt, les motifs des églises romaines associent le thème de l'Apocalypse au combat des forces du bien contre les forces du mal représentées par l'islam. Philippe Sénac a étudié les représentations iconographiques de l'islam en Occident et en tire plusieurs conclusions. Le sarrasin est toujours un guerrier. L'islam est associé à la violence. Il est toujours laid et hirsute. L'islam est aussi associé à l'œuvre du diable. L'esthétique, nous apprend-il, se mêle ici à l'affaire. À Angoulême, il se tord de douleur. À Oloron, il grimace. À Estella, il s'enlaidit davantage. Ses traits sont grossiers, ses cheveux hirsutent, ses lèvres épaisses à Clermont-Ferrand comme à Chartres, sur le vitrail de la cathédrale où resplendit l'admirable légende de Charlemagne, on en a déjà parlé, Magnum, les combattants sarrasins ont le nez aquilin, l'œil obscur des rapaces. En quelque sorte, l'islam synonyme de laideur. Donc le livre, c'est L'image de l'autre, histoire de l'Occident médiéval face à l'islam. Flammarion, 1983, page 71. Et donc ici, il est en train de mettre en place les ingrédients du 7 janvier, puisqu'on a pu le remarquer ici, la description qui était faite au Moyen-Âge, la caricature qui était faite au Moyen-Âge du prophète Mahomet, entre guillemets, c'est exactement la même caricature qui a été reprise par Charlie Hebdo et qui a été condamnée par les méchants islamistes via une setanza d'Ibn Temir.